Vous me regardez moi? Je vous regarde vous. Ouais. Tiens, C'est bien? ça vous va? Bon. Le désert n'a pas de camp, pas d'idéologie, et son soleil fait fondre les armées bien mieux que la mitraille. Avant d'être le nom d'une victoire française, Bir Hakeim était un simple point d'eau désaffecté dans le désert libyen. Dans ce coin de sable, les forces françaises libres vont affronter l'armée allemande pour la première fois depuis l'armistice. En 1940, Paul Le Terrier est matelot dans la marine marchande. Mais la défaite et l'armistice signent la fin des rêves de voyage du jeune Mousse. Quand je suis arrivé à Marseille, sur le navire sur lequel j'étais embarqué, qu'on m'a désigné d'office pour embarquer sur un navire qui filait sur Beyrouth. Alors Paul Le Terrier n'a qu'une idée en tête, se battre aux côtés du général de Gaulle. Il n'y avait pas intérêt de dire qu'on était gaulliste. Hein. On avait interdiction de descendre à terre. Hein. À la coupée, il y avait à droite 2 marins de Vichy, des solides. Et puis, sur la coupée, juste à l'entrée du navire, il y avait 2 soldats australiens. Et juste avant le contrôle, je me suis adressé aux Australiens. Je leur ai dit, j'appartiens à l'équipage et je veux rejoindre les forces françaises libres. Aussitôt, les 2 Australiens à qui je m'adressais, ils avaient bien entendu, ils ont fait 2 pas en avant, ils m'ont saisi, ils m'ont ramené en arrière à la coupée. Et puis voilà, les marins de Vichy, ils n'ont pu rien faire. Au même moment, Hubert Germain est à peine plus âgé lorsque sa vie bascule. Le jeune homme prépare le prestigieux concours de l'école navale. Je me suis dit au moment des examens, et les Allemands étaient déjà pas très loin de Bordeaux, où j'habitais, je me suis dit, tu vas tout de même pas, même si tu réussis, tu places dans une armée qui sera aux ordres de la Wehrmacht. Mais dans quoi, monsieur l'examinateur, voilà ma copie, elle est blanche. Voilà, ça dure, je la 5 heures devant vous. Ça m'est complètement égal, mon optique a changé. Nous sommes là dans la défaite, moi j'admets pas la défaite, je vais trouver un endroit où on peut continuer à se battre. C'est le résultat d'une confrontation entre la passion et la raison. Deux ans plus tard, en février 1942, un tournant de la guerre des sables va se jouer en Libye. La progression des forces germano-italiennes est irrésistible. Les troupes britanniques se replient et laissent derrière elles une ligne de défense. La Libye était une colonie italienne et Mussolini avait pour projet ensuite d'accéder au canal de Suez et de bloquer aux Britanniques la route des Indes. C'est vraiment un verrou, un point clé, parce que si le canal de Suez tombe aux mains de l'Axe, eh bien pour les Britanniques, ça rend la situation extrêmement compliquée. À Bir Hakeim, sur une terre abandonnée des hommes, la première brigade française libre s'est rassemblée sous les ordres d'un chef au caractère bien trempé, le général Pierre Koenig. Cette troupe hétéroclite vient des 4 coins de l'empire colonial. La Légion étrangère a recueilli Hubert Germain, mais le jeune officier n'a pas encore fait le coup de feu. Paul Le Terrier est affecté à une batterie de canons chez les turbulents fusiliers marins. Les Français au début de la bataille de Bir Hakeim sont 3723. Les forces germano-italiennes, 37 000 contre 3723. Là, on a un rapport de 1 contre 10. Nous sommes allés nous installer là-bas. J'étais du détachement précurseur. Je me suis dit, pourvu que les Allemands n'attaquent pas cette nuit, parce que sans ça, on est fait comme des rats. On est dans un désert vraiment extrêmement plat, il y a une très légère végétation. Pour se protéger, on s'enterre. On s'enterre et les Français vont creuser des trous dans lesquels ils vont alors s'abriter et abriter leur matériel. On entourait notre canon avec des sacs de sable à hauteur
à la hauteur 5, comme ça à peu près. Nos camions qui transportaient, qui tiraient le canon de Beaufort, c'était des camions 3 tonnes Ford ou Chevrolet. On faisait un trou dans le sable, en oblique, comme ça, on mettait le nez du camion, le moteur du camion dans le sable de façon qu'il soit préservé. Et nous, on avait un trou individuel pour nous préserver des obus, et ça nous a beaucoup servi. Les Français vont organiser un dispositif en étoile à la Vauban et avec des champs de mines où il y a seuls quelques couloirs qui permettent de rentrer dans la position de Bir Hakeim. Ce qui permet de concentrer en fait sur des espaces bien spécifiques l'avancée des troupes ennemies. Le premier jour, le 27 mai, les Italiens vont lancer la division Ariete avec pour objectif d'emporter cette position. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. En 2 vagues d'assaut, vous avez 80 chars qui vont se lancer contre la position de Bir Hakeim. Et là, les Français attendent jusqu'au dernier moment. Ils les laissent avancer près du champ de mines et au dernier moment, ils tirent au canon. Et là, c'est un combat au corps à corps en fait qui va s'engager puisque les Français, notamment les légionnaires, sortent de leurs trous, montent sur les chars. Les défenseurs de Bir Hakeim finissent les chars à la grenade et à la mitraillette. Et suite à ce premier assaut, 80 blindés, les Italiens vont en laisser 50. Ce premier fait d'armes des Français libres irrite le commandant des forces de l'Axe. Le général Rommel veut en finir au plus vite. À la tête de son redoutable corps expéditionnaire, celui qu'on appellera le renard du désert est déjà un chef de guerre qui suscite admiration et crainte. La stratégie de Rommel pour les déloger à partir du 2 juin, ça va être le tapis de bombes en fait. C'est de l'artillerie et c'est des bombardements aériens en permanence. Et ça va rendre vraiment, durant la dernière semaine, la vie des Français extrêmement difficile. Parce que déjà d'une, ils sont encerclés, donc ils ne peuvent plus avoir de renfort. Ils vont épuiser leurs munitions au bout d'un moment. Et surtout, on est dans le désert, leurs réserves d'eau. Quand les avions venaient, ils se prenaient bien soin de se mettre dans le soleil pour l'aveugler. Et on tirait donc à l'aveuglette. On a réussi à en descendre peut-être 3 ou 4, je ne sais pas. Et finalement, quand les avions venaient, l'artillerie à longue portée et à courte portée en profitait également. Et l'infanterie, eh bien, elle en faisait autant et elle essayait de pénétrer. Et ils n'ont jamais réussi. Un orage d'acier s'abat et le désert, si muet d'apparence, répand le fracas des obus. Dans le camp retranché, les assiégés infligent aux attaquants des pertes 3 fois supérieures en nombre. Mais l'étreinte est trop forte. Les Britanniques demandent aux Français de tenir parce qu'ils espèrent pouvoir gagner du temps comme ça. Ils espèrent pouvoir retarder les Allemands, retenir des troupes allemandes sur ce point. Et si elles sont retenues là, elles n'iront pas attaquer les Britanniques qui, pendant ce temps, pourront se regrouper et préparer une contre-offensive. Bon, on a tenu à peu près 15 jours, quelque chose comme ça. Et je vous dis, on avait le moral, hein, on lâchait pas. Il y a cette soirée où vous étiez là à réfléchir. Le soleil tombait. Il allait se coucher. On s'imaginait que la paix allait revenir sur la terre. Les Allemands pensaient certainement la même chose de leur côté. Mais, si vous voulez, on goûtait cet instant-là. Ce désert nous formait. Le combat en milieu désertique n'obéit pas aux règles ordinaires de l'art de la guerre. Dans l'immensité du désert, l'audace d'un petit nombre peut renverser une bataille, bien mieux que le choc de la mêlée. Arrivé au 9 juin, ça fait une semaine que les Français sont encerclés, la décision est prise de tenter une sortie de vive force, en pleine nuit, forcer le passage à travers les lignes allemandes et italiennes, de se faufiler. Donc on est parti avec notre canon de Beaufort, traîné par notre véhicule 3 tonnes, et à la sortie, il a sauté sur une mine. Et donc on s'est retrouvés sans rien, et on s'est retrouvés à 3. Les autres, je ne sais pas où ils étaient. Quand nous sommes partis, alors là, quand vous y allez et que vous foncez, vous écrasez tout sur votre chemin.
vous écrasez tout. Et quand j'ai terminé cette nuit, qui a été longue, difficile, épuisé, fatigué, on était sur le sable d'ailleurs, il y avait un vieux légionnaire qui était là. Et je vois et je lui dis, la nuit a été chaude. La citadelle de sable est devenue un monticule de cendres, mais la victoire de Bir Hakeim a rappelé au monde la valeur des combattants français. Pour la France libre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur le plan de la propagande. On a, ça y est, le grand fait d'armes qui permet de prouver que les Français se battent. De Gaulle a tout de suite conscience que c'est un exploit et que ça va avoir une portée colossale, parce qu'il raconte dans ses mémoires que lorsque le messager vient lui annoncer que ça y est, la sortie a réussi, les Français sont sortis de Bir Hakeim, eh bien il ferme la porte et il se met à pleurer. André Malraux dira Bir Hakeim, c'est pas une victoire comme Austerlitz, c'est comme Jeanne d'Arc à Orléans, c'est la preuve que la France n'était pas morte. Bir Hakeim a repris un air de No Man's Land visité par les vents de sable. Un endroit si peu remarquable que l'on s'étonne qu'il porte un nom sur une carte.